L'heure est grave. Une loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Cette nuit, l'Assemblée a voté l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Cette proposition de loi qui vise à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. L'inquiétude que cela suscite chez certains quant à une possible menace sur la liberté d'expression. L'objectif annoncé, c'est de préserver la santé mentale des ados. On interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il y a des risques importants sur les réseaux sociaux, particulièrement pour les jeunes. It needs to be reformed, for sure. Il vient de se passer une dinguerie monumentale. Le vote pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et si cette mesure est réellement appliquée, c'est une véritable déflagration qui pourrait mettre à terre de nombreuses chaînes, voire impacter le rayonnement numérique du pays. Alors, serait-ce le coup de grâce pour la sphère française de l'influence ? C'est exactement ce que l'on va décrypter dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à désintégrer le bouton s'abonner pour ne pas rater les prochaines enquêtes. Parce qu'il y a des chances pour que cette vidéo soit invisibilisée. YouTube n'aime pas trop quand on parle de politique. Alors voilà, n'hésitez pas à liker et commenter, et nous, on est parti. Ça fait plusieurs années que les réseaux sociaux sont dans la ligne de mire. Mais les choses se sont accélérées depuis que l'Australie a opté pour l'interdiction des réseaux aux moins de 16 ans. Mais vous allez voir que même là, les discussions ont fait leur chemin. En avril 2023, le gouvernement lance une consultation publique sur la sécurité en ligne des jeunes. En février 2024, le Premier ministre annonce vouloir interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. 3 mois plus tard, les premiers systèmes de vérification d'âge sont déployés dans plusieurs régions. À l'été, les États du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud votent des lois locales imposant l'interdiction. À cette date, les réseaux ont alors 6 mois pour être conformes à cette politique. Et puis, les choses s'accélèrent. En janvier 2025, les premières restrictions deviennent effectives dans certains États, jusqu'en juillet de cette même année, où l'interdiction devient nationale, avec l'obligation de vérifier l'âge sur toutes les plateformes. Et à partir du moment où un pays prend le virage, ce n'est plus qu'une question de temps pour que les autres tombent. Pourquoi une accélération de ce débat depuis quelque temps ? En Occident, nous sommes en retard vis-à-vis de ces questions. Nous instaurons seulement des contrôles officiels pour un internet qui existe depuis plus de 20 ans, alors que nous sommes déjà à l'ère des IA. Mais dans un élan de précipitation, pour des raisons politiques et géopolitiques, nous le faisons de manière bien trop maladroite. Puisqu'interdire les réseaux jusqu'à un certain âge, c'est mettre au même niveau les trends de TikTok débiles et un Dr Nozman ou un épisode de C'est pas sorcier. L'interdiction ne distingue pas contenu éducatif, culturel, scientifique ou même artistique. Et ça ne prend pas en compte les différences de maturité de chacun. Parce qu'il ne faut pas croire, ça ne règle en aucun cas le problème de fond. Puisque l'addiction par exemple ne résulte pas d'une question d'âge. Un adulte peut autant être addict qu'un jeune. La régulation des contenus et la protection des utilisateurs est un vrai sujet à ne pas prendre à la légère. Il serait davantage judicieux que l'État dialogue et interagisse avec les différents acteurs, que ce soit les médecins, les plateformes, les utilisateurs et les créateurs, pour mettre en place communément une loi, voire des lois adaptées à chaque problème et enjeu autour d'Internet, où les régulations sont à l'échelle de chaque risque encouru par les utilisateurs et qui doit être pris au cas par cas. Oui, il y a un vrai problème. Oui, il faut agir. Mais agir vite ne veut pas dire bien agir. Interdire, c'est une décision bien trop radicale et qui ne prend pas en compte toutes les nuances qui rendent le sujet des réseaux aussi complexe. Puisque l'interdiction n'est qu'un modèle parmi d'autres et pas forcément le plus efficace. Nous l'avons vu en Australie, où les jeunes arrivent à contourner le système, en passant par le compte des parents, l'utilisation devenue systématique des VPN, une migration vers des réseaux moins connus et paradoxalement beaucoup moins régulés, ou encore en falsifiant l'âge par des images générées par l'IA, bernant des IA qui sont censées déterminer l'âge. La blague quand même, des IA utilisées contre d'autres IA. En bref, cette décision s'inscrit dans un contexte géopolitique large, et chaque État y apporte une réponse différente. Certains pays choisissent la régulation par la responsabilité des plateformes, plutôt qu'interdire, comme à l'échelle de l'UE. D'autres misent sur des programmes d'éducation au numérique, comme en Finlande ou au Canada. Mais pourquoi maintenant ? C'est vrai, pourquoi l'on aborde ces questions de manière concrète que maintenant ? L'on peut citer la pression médiatique,
autour de la santé mentale. Mais c'est aussi électoraliste. Et c'est là que l'on rentre dans le paradoxe de la politique. Puisque les partis l'ont bien compris, l'on n'aborde pas un sujet qui ne rapporte pas d'électorat. Or, depuis quelque temps, se positionner sur la régulation des contenus web et le sujet de protéger les enfants des méchants réseaux sociaux, davantage médiatisés qu'auparavant, rapporte aujourd'hui des voix et permettra de gagner de vulgaires 2-3 points sur les sondages. Mais qu'en est-il pour la France, où l'interdiction des réseaux et donc un contrôle de l'âge est prévu sur le papier dès le 1er septembre du 26 ? Eh bien, là aussi, il faut remonter en 2023, et plus précisément en avril, par l'instauration d'une majorité numérique à 15 ans, devant renforcer l'accord parental. Mais encore une fois, ça reste théorique, et les débats sur une vérification de l'âge se sont progressivement tassés. Mais à la suite des actions en Australie, la question ressurgit. En février 2024, le sujet devient médiatique, et les débats sont alors relancés, jusqu'en mai de cette même année, où une proposition est alors déposée. En parallèle, l'eau coule sous les ponts. Le texte passe par un examen en commission, puis une première lecture à l'Assemblée, puis un passage au Sénat, pour arriver à l'été où un accord est trouvé entre les deux chambres. Et nous en arrivons à la nuit du 26 au 26 janvier 2026, par son adoption. En bref, interdiction d'accès au réseau pour les moins de 15 ans, vérification d'âge obligatoire, des sanctions pour les plateformes qui ne respectent pas un double consentement, celui du jeune et de l'autorité parentale, et l'obligation de supprimer des comptes existants des moins de 15 ans. Concrètement, c'est une loi spectaculaire, efficace pour un coup de com' et les petits sondages, mais impossible à faire respecter. Un véritable tigre en papier. Comme en Australie, l'on peut contourner via des VPN, comptes secondaires ou plateformes étrangères. Vérifier l'âge, ok, mais avec tous les hacks contre les systèmes gouvernementaux ces derniers temps, ça fait peur pour la sécurité des données. Et sans oublier qu'une question aussi importante n'a pas fait l'objet d'un débat national. Ah, si, des pseudo-rencontres avec des jeunes qui n'avaient comme objectif de tirer une fois de plus sur les réseaux. Bref, les conséquences vont au-delà du simple interdiction, puisque les créateurs perdraient toute une partie de leur audience du jour au lendemain. Les petites entreprises qui utilisent TikTok ou Insta pour se faire connaître pourraient être mises en grande difficulté selon le public auquel elles s'adressent. Voire, cela pourrait freiner l'innovation technologique d'un pays déjà en retard sur le numérique et totalement dépendant des réseaux américains. Mais ce n'est que la partie émergée d'iceberg. Car derrière cette décision politique, c'est tout un écosystème qui tremble. J'en profite pour faire une petite parenthèse perso. Ça fait donc plusieurs semaines que je m'interroge sur l'avenir de ma propre chaîne, puisque la loi est relativement large, peut englober tout ce qui peut être considéré comme un réseau social, y compris YouTube. Parce qu'honnêtement, je ne vais pas passer ma carte d'identité ou ma tête à un service qui peut se faire hack, et où ma carte peut fuiter comme des milliers d'autres. Et un mec louche peut l'utiliser et faire un truc sombre sous mon identité. On l'a vu pour Discord, qui a conservé des cartes d'identité qui auraient dû être supprimées. Au passage, j'informe que si Discord impose la vérification, je ferai comme pour YouTube, c'est ciao. Je vous invite à regarder la vidéo de Léo Techmaker qui décrit très bien toutes les faiblesses de la cybersécurité liées au stockage des données. Bref, vérifier l'âge veut dire vérifier pour tous les utilisateurs. Et bah, ça sera sans moi. Mais si je ne le fais pas, ça voudrait dire que je n'aurai plus accès à ma chaîne. Et ça me fait mal, parce que cette chaîne, c'est une partie de ma vie. À mon échelle, j'en ai passé du temps et d'énergie à vous divertir, à amener des réflexions sur de multiples sujets, et à peut-être inspirer certains d'entre vous. Et bah ça voudrait dire que l'on tue ma liberté d'expression. Donc dans le cas où ma chaîne soit désactivée, l'agenda des vidéos jusqu'à septembre sera donc axé sur la clôturation des séries, et la réalisation de vidéos dont les sujets ou le scénario me tiennent vraiment à cœur, mais dont la production ne prenne pas plus d'1 mois. Donc les courts-métrages, ça restera dans les placards. Et vous voyez que par simplement mon exemple, ça risque de vraiment impacter et limiter la diffusion de concepts artistiques, ludiques et instructifs. Et au-delà de ça, il y aura un impact économique sûr, ne serait-ce que par la chute brutale des vues, ou encore des abonnés, si les comptes en dessous de 15 ans sont supprimés, et même d'un arrêt hypothétique de certains sponsoring, puisque devenus inintéressants économiquement. Les plus gros influenceurs s'en sortiront. Mais qu'en est-il de ceux qui dépendent du soutien de leur communauté? De même que cela dépend du public visé. Ce qui est sûr, c'est que les youtubeurs brainrot risquent de sonner chez Pôle emploi. Mais plus sérieusement,
Pour les petits créateurs, voire très petits créateurs, c'est-à-dire moins de 10 000 abonnés, ça risquerait de fortement invisibiliser des talents. C'est donc une destruction de la créativité, de l'imagination et de la liberté de pouvoir le partager. Finalement, l'État s'occupe d'un rôle qui n'est pas le sien, celui des parents, qui n'ont pas su éduquer et sensibiliser aux usages du numérique. Et l'on arrive à la question suivante. Qu'est-ce qui restera ? Parmi tous les youtubeurs qu'on regarde et autres influenceurs, qui gardera la tête hors de l'eau ? Et c'est là où je vous invite à regarder ma vidéo sur la fin de YouTube et ce que l'on pourrait en tirer. En parallèle, l'on constate une monotonie des contenus, et notamment sur YouTube, où finalement, quelle que soit la chaîne que tu regardes, ils font tous à leur niveau le même type de vidéo et concept. Les vidéos 24 heures, je teste truc bidule pendant 30 jours, on dépense X euros pour, etc. Et ils essorent chacun de ces concepts dans une série quasi infinie de vidéos, jusqu'à ce qu'ils soient vidés de leur propre sens. Certes, la qualité des plus grosses chaînes rivalise de plus en plus avec les productions que l'on pourrait trouver à la télé. Et pour les chaînes les plus petites, l'on tombe immédiatement sur une production quasi professionnelle, avec un montage carré, une mise en scène dynamique, des équipes... Mais tout ça, ça semble être une immense mascarade. Un masque que chacun accepte de porter, par contrainte de l'algorithme. Comme le budget des productions qui explosent. Une vidéo qui coûtait 200 € en matériel en coûte désormais 20 000 en décors, déplacements, figurants. Des tournages qui ressemblent à des mini-productions télé. Caméra haute résolution, drone FPV, studio loué, etc. On est loin du YouTube de 2012, où un micro-cravate et une lampe Ikea suffisaient. Où est passé l'amateurisme, le micro pourri, le montage approximatif, mais une sincérité totale? La réponse résulte dans le système lui-même. Même si chaque chaîne apporte une touche différente, les créateurs s'éparpillent dans plein de projets, toujours plus grandioses. Cette influence venant encore une fois des US. Ici, on a du MrBeast à la française. C'est pas « j'ai acheté 10 Lamborghini », mais « j'ai acheté 10 Fiat Punto ». Sans oublier que les collaborations avec d'autres créateurs sont devenues la norme. Le spectaculaire n'est plus exceptionnel, il est attendu. Mec, c'est le trailer d'un blockbuster ou le nouvel épisode de Qui est l'imposteur? Et nous, spectateurs, nous sommes inondés de contenus toujours plus poussés, toujours plus travaillés et toujours plus longs. Très souvent, les vidéos des plus grosses chaînes dépassent les 1 heure de temps. Mais c'est 1 heure de montage ultra dynamique. Ça en devient fatigant pour la concentration. Et on ne peut pas tout regarder. Il faut faire un choix. C'est le paradoxe de l'abondance. Plus tu as de quoi te divertir, plus tu t'ennuies. Et plus tu t'habitues aux grosses productions. Ce phénomène est tel que l'étincelle qui te faisait dire « Ah ouais, c'est stylé de fou !» tend à s'évaporer, puisque ce genre de vidéos font désormais partie du quotidien. L'on peut évoquer les vidéos événements qui sortent tout en même temps. T'as Squeezie, puis Inox, puis Michou, puis MrV, puis Jilcy et tant d'autres. Tout ça en un dimanche. Ce qui joue, c'est également la temporalité. De temps en temps, une grosse vidéo ultra scénarisée, ultra bien montée avec des invités devenus incontournables, c'est super. Et l'on ne va pas dire le contraire. Mais c'est la répétition prolongée et surtout la réduction du laps de temps entre chaque production qui habitue le spectateur à ce marché du grandiose continu. Et il faut noter que ça concerne un nombre incalculable de chaînes. À force, t'as l'équivalent d'un catalogue Netflix, où tu passes 2 heures à te décider à quoi regarder, pour finalement, scroll toute la soirée sur TikTok. L'on a détruit l'attente. Les gens sont devenus impatients. Cette attente du toujours plus spectaculaire, cette image pour l'image, met une pression monstre aux créateurs et à leur équipe. Déjà fatigués par un système qu'ils alimentent, malgré eux. Et sachant que, l'humain étant ce qu'il est, la déception de certains spectateurs se transforme en attaque verbale totalement dénuée d'arguments. Juste de la violence pour faire du mal. Tous ces éléments alimentent une certaine lassitude d'un système qui semble être à bout. Un système qui a réussi à rendre le divertissement absurde d'être vu, pouvant expliquer le paradoxe du « plus les créateurs ont de moyens, moins ils ont de sens ». Parce qu'il n'y a plus la touche de l'amateurisme.
À l'époque, chacun à son échelle devait bidouiller et innover pour y arriver. Mais aujourd'hui, tout est devenu très simple, par les logiciels, caméras, les services en ligne. Et paradoxalement, aujourd'hui, Internet n'a jamais été aussi compétitif. Je pense que c'est aussi pour cette raison que de plus en plus de youtubeurs font des pauses de plus en plus régulières. Chaque année, de nombreux vidéastes annoncent des burn-out, puisqu'au-delà de la fatigue des tournages, il y a un épuisement intérieur, et la peur de ne plus être à la hauteur, où les vues semblent désormais servir qu'à rentabiliser ce qui fut dépensé au tournage. Soit c'est performant, soit c'est une perte sèche. Avant, l'on filmait ce que l'on aimait. Aujourd'hui, l'on filme ce qui marche. On a transformé un terrain de jeu en industrie. On a transformé des passionnés en gestionnaires de projets. On a transformé la créativité en rentabilité. Voilà ce qu'est devenu Internet. À force de tout contrôler, on finit par tout casser. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Les politiques détruisent ce qu'ils ne comprennent pas. Les plateformes détruisent ce qu'elles ne peuvent pas mesurer. Les créateurs détruisent ce qu'ils n'ont plus le temps d'aimer. Et les spectateurs détruisent ce qu'ils consomment trop vite. Alors oui, l'ère des influenceurs s'effondre. Mais c'est loin d'être un effondrement spectaculaire. Il est silencieux. Un effondrement par lassitude, par saturation et par absurdité. Finalement, ce que l'on voit aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'effondrement d'un modèle, c'est l'effondrement d'une illusion. On a cru qu'Internet serait un espace libre, créatif et ouvert. On a cru que les réseaux seraient un terrain de jeu, un endroit où chacun pouvait s'exprimer, apprendre, créer et partager. Mais petit à petit, on a laissé la politique, les algorithmes, les chiffres, les sponsors prendre le contrôle et corrompre cet écosystème. On a laissé la rentabilité remplacer la créativité. Je ne sais pas ce qu'il restera dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Je ne sais pas non plus si ma chaîne existera encore, si les réseaux seront les mêmes, si les créateurs auront encore leur place dans ce fourre-tout. Mais je sais une chose, ce qui a fait Internet, ce ne sont pas les lois, ni les plateformes, et encore moins les algorithmes. Ce sont les gens. Et ça, aucune interdiction ne pourra l'effacer. Aucun système ne pourra le remplacer. Et peut-être qu'après ce grand effondrement, il restera quelque chose de plus simple, de plus vrai et de plus humain. Quelque chose qui ressemble enfin à ce qu'Internet aurait dû rester. Alors oui, peut-être que l'ère des influenceurs touche à sa fin, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Parce que ce qui s'effondre aujourd'hui, ce n'est pas la création, c'est le système qui l'étouffait. L'ère des influenceurs s'effondre, pas parce que les gens n'aiment plus les créateurs, mais parce que le système a oublié pourquoi ils existaient. Et quand un système oublie son sens, il finit toujours par tomber. Si tu veux aller plus loin, j'ai fait une vidéo un peu dans la continuité de ce sujet, qui parle de la fin de YouTube. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager votre avis, et moi je vous dis à la prochaine.